La première fois que j'ai rencontré David, il m'a souri avec une chaleur parfaite. Sa poignée de main était ferme, mais pas agressive. Son regard direct, mais pas inconfortable. Il m'a demandé comment s'était passé mon trajet, a commenté la météo et m'a offert un café avec juste ce qu'il fallait d'attention amicale. Il était, à première vue, le modèle d'un professionnel charmant et équilibré. Et pourtant, alors que nous étions assis dans cette salle d'interrogatoire stérile de l'établissement psychiatrique, je savais que j'étais face à face avec un homme qui avait poignardé son associé commercial 17 fois pour un désaccord mineur sur le design du logo de leur entreprise. « Je ne comprends pas pourquoi tout le monde fait tant d'histoires », a dit David avec désinvolture en remuant son café. « Les gens se mettent en colère, des choses arrivent, la vie continue. » Sa voix ne trahissait aucun remords, aucune anxiété, juste une légère perplexité face aux réactions des autres à ce qu'il avait fait. En tant que psychologue spécialisé dans les cas médico-légaux, j'ai rencontré de nombreuses personnes que la société qualifie de psychopathes. Mais David était différent. La plupart des délinquants violents que j'ai interrogés ont montré une certaine conscience des normes sociales, même s'ils choisissaient de les enfreindre. David ne comprenait vraiment pas pourquoi ces actes étaient considérés comme extrêmes. Plus frappant encore, tout au long de nos longues séances d'évaluation, ces marqueurs physiologiques sont restés remarquablement stables. Même lorsque nous avons discuté de son crime en détail, son rythme cardiaque, sa transpiration et sa dilatation des pupilles n'ont montré aucun changement significatif. David souffrait d'un trouble qui fascine et perturbe les scientifiques depuis des décennies. Il ne pouvait littéralement pas ressentir la peur. Et son cas offre une fenêtre sur la neuroscience complexe de la psychopathie qui va bien au-delà des représentations simplistes que nous voyons dans les films et les médias. Pour comprendre ce qui rend quelqu'un comme David différent, nous devons commencer par l'amygdale, une structure en forme d'amande située au plus profond du cerveau, qui sert de centre de traitement des émotions. Les études de neuroimagerie ont systématiquement montré que les individus présentant des traits psychopathiques présentent un volume et une activité réduite de l'amygdale, en particulier lorsqu'ils regardent des images effrayantes ou angoissantes, qui déclencheraient normalement de fortes réactions chez la plupart des gens. Dans le cas de David, une IRMF a révélé quelque chose d'encore plus extrême. Sa réponse amygdalienne était presque inexistante, non seulement aux stimuli effrayants, mais à tout contenu émotionnel. Il ne s'agissait pas seulement d'une psychopathie telle que nous la concevons habituellement. Il s'agissait d'une déconnexion profonde entre les systèmes cognitifs et émotionnels de son cerveau. « Je sais que je devrais me sentir mal », m'a dit David lors de notre 3e séance. J'ai lu des livres sur les émotions. Je comprends le concept de culpabilité. Mais c'est comme essayer d'expliquer la couleur à une personne aveugle de naissance. Je peux apprendre ce que signifient les mots, mais je ne peux pas ressentir la sensation elle-même. Ce type de cécité émotionnelle est au cœur de la psychopathie. La maladie se caractérise par une constellation de traits: charme superficiel, manque d'empathie, impulsivité et, peut-être plus important encore, une réponse réduite à la peur. Mais contrairement à la croyance populaire, ces traits existent sur un spectre plutôt que sous la forme d'un diagnostic tout ou rien. La liste de contrôle de la psychopathie révisée du Dr Robert Hare, PCLR, l'outil d'évaluation de référence dans le domaine, évalue 20 caractéristiques différentes pour générer un score allant de 0 à 40. La personne moyenne obtient un score d'environ 4 ou 5. Les tueurs en série et autres cas extrêmes obtiennent généralement un score supérieur à 30. David a obtenu un score de 36, ce qui le place dans le percentile le plus élevé de traits psychopathiques jamais mesurés. Mais c'est là que la science devient particulièrement intéressante. La psychopathie n'est pas nécessairement une condamnation à la violence ou à la criminalité. Des études suggèrent qu'environ 1% de la population générale répond aux critères cliniques de la psychopathie, mais la grande majorité ne commet jamais de crimes violents.
En fait, certains environnements et professions peuvent en fait récompenser l'intrépidité, la détermination et le détachement émotionnel qui caractérisent la maladie. Prenez James, un autre individu que j'ai évalué avec un score PCLR de 28, bien dans la fourchette de la psychopathie cliniquement significative. Contrairement à David, James a canalisé ses traits dans une carrière réussie en tant que chirurgien traumatologue. Sa capacité à rester calme sous pression, à prendre des décisions rapides sans interférence émotionnelle et à se détacher de la souffrance qui l'entourait le rendait exceptionnellement efficace au bloc opératoire. Quand tout le monde panique, je suis au meilleur de ma forme, m'a dit James. Le sang ne me dérange pas. Les cris ne me dérangent pas. Je vois simplement le problème qui doit être résolu. Le contraste frappant entre David et James soulève une question cruciale. Si les deux hommes partagent des profils neurologiques similaires, pourquoi l'un est-il devenu un délinquant violent, tandis que l'autre est devenu un médecin respecté? La réponse réside dans ce que les scientifiques appellent l'hypothèse du psychopathe à succès, l'idée selon laquelle les facteurs environnementaux, les traits de personnalité secondaires et les interventions précoces peuvent canaliser les tendances psychopathiques vers des exutoires socialement acceptables, voire bénéfiques. L'hérédité joue certainement un rôle. Des études sur des jumeaux suggèrent que les traits psychopathiques sont héréditaires à 50%. Une variation du gène MAOA, parfois appelé de manière sensationnelle le gène du guerrier, a été associée à une agressivité accrue et à une empathie réduite. Mais la génétique n'est qu'une partie de l'histoire. Les expériences de l'enfance semblent essentielles pour déterminer si les tendances psychopathiques conduisent à des résultats destructeurs. James a grandi dans un foyer stable de classe moyenne, avec des limites et des conséquences claires. Ses parents, reconnaissant très tôt ses différences émotionnelles, lui ont fourni une structure cohérente et lui ont explicitement enseigné les règles sociales qui ne lui venaient pas naturellement. Ma mère disait que je n'avais pas certains instincts, alors elle devait me les enseigner manuellement, se souvient James. Elle m'expliquait littéralement pourquoi les autres enfants pleuraient ou avaient peur, ce que je devais leur dire, comment je devais agir. C'était comme apprendre une langue étrangère, mais ça a fonctionné. L'enfance de David n'aurait pas pu être plus différente. Abandonné par sa mère à l'âge de 4 ans, il a été amené à passer d'une famille d'accueil à une autre, où il a été victime de négligence et de maltraitance. Sans figure d'attachement stable ni limite cohérente, ses tendances naturelles à la manipulation et à la transgression des règles ont été renforcées plutôt que réorientées. J'ai appris très tôt que les adultes étaient soit des menaces à neutraliser, soit des ressources à exploiter, explique David avec un détachement clinique. À 8 ans, je pouvais faire en sorte que mes parents d'accueil se sentent tellement désolés pour moi qu'ils me donnaient tout ce que je voulais. À 12 ans, je pouvais les faire craindre de moi quand cela fonctionnait mieux. Cette combinaison de différences neurologiques et de facteurs environnementaux crée ce que les chercheurs appellent la tempête parfaite pour la psychopathie violente. Les mécanismes de traitement de la peur du cerveau ne se développent pas normalement, laissant l'individu sans le système d'alarme interne qui aide la plupart des gens à éviter les comportements dangereux ou socialement destructeurs. Sans structures externes pour compenser ce déficit interne, le résultat peut être une personne qui ne comprend littéralement pas pourquoi elle ne devrait pas blesser les autres si cela lui profite. L'aspect le plus effrayant de l'interview d'une personne comme David est peut-être de se rendre compte que son raisonnement moral n'est pas seulement différent, il fonctionne sur un cadre entièrement différent. Pour la plupart des gens, les décisions morales impliquent à la fois un calcul rationnel et une réponse émotionnelle. Nous ne volons pas seulement parce que c'est illégal, mais parce que nous sympathisons avec la perte de la victime et que nous nous sentirions coupables par la suite. Pour David, la moralité est purement transactionnelle. « Je comprends le concept des règles », m'a-t-il dit. «
Si vous les enfreignez et vous vous faites prendre, il y a des conséquences. C'est une information utile, mais l'idée que les règles existent parce que les sentiments des gens comptent, c'est juste de la sentimentalité inefficace. Cette perspective n'est pas seulement insensible, elle reflète une manière fondamentalement différente de traiter l'information sociale. Les psychopathes comme David peuvent comprendre intellectuellement les émotions des autres, mais ils les vivent comme des abstractions lointaines plutôt que comme des réalités convaincantes. C'est ce que les psychologues appellent « savoir sans ressentir ». Cette cécité émotionnelle affecte bien plus que la peur. Des recherches récentes suggèrent que les psychopathes ont du mal à reconnaître et à réagir de manière appropriée à toutes les émotions, en particulier la tristesse et le dégoût. Cela peut expliquer leur incapacité souvent déconcertante à tirer des leçons d'expériences émotionnelles qui auraient un impact profond sur la plupart des gens. Après avoir été condamné pour agression dans la vingtaine, David a participé à un programme de réhabilitation standard en prison axé sur le développement de l'empathie par le biais de déclarations sur les répercussions sur la victime. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait appris, sa réponse a été révélatrice. « J'ai appris que si vous poignardez quelqu'un, les gens s'énervent beaucoup et en parlent beaucoup plus longtemps que ce qui semble raisonnable. Je m'en souviendrai pour mon analyse coûts-avantages la prochaine fois que je serai en colère. » Il avait assimilé l'information sans intérioriser sa signification émotionnelle, une caractéristique de l'esprit psychopathe. Pourtant, notre compréhension de la psychopathie continue d'évoluer de manière surprenante. L'une des découvertes récentes les plus intrigantes provient d'études sur la prise de décision des psychopathes dans différentes conditions linguistiques. Lorsqu'on leur présente des dilemmes moraux dans leur langue maternelle, les psychopathes manifestent les réponses utilitaires caractéristiques que nous attendons. La fin justifie les moyens, les considérations émotionnelles ne sont pas pertinentes, etc. Mais lorsque les mêmes individus envisagent des dilemmes identiques dans une deuxième langue qu'ils ont apprises plus tard dans la vie, leurs réponses deviennent nettement plus similaires à celles des témoins non psychopathes. Cela suggère que le détachement émotionnel associé à la psychopathie peut être partiellement dépendant du contexte, plutôt que cela concorde avec les preuves émergentes, selon lesquelles certaines formes de thérapie peuvent aider les individus présentant des traits psychopathiques à développer une empathie cognitive, la compréhension intellectuelle des émotions des autres, même s'ils ne font jamais pleinement l'expérience de l'empathie émotionnelle, comme la plupart des gens. Le docteur Kent Kiel, chercheur de premier plan en neurosciences de la psychopathie, a mis au point des programmes qui visent à apprendre aux délinquants psychopathes à analyser systématiquement les conséquences de leurs actes et les points de vue des autres. Bien que les participants ne développent pas soudainement des réponses émotionnelles normales, ils peuvent apprendre à intégrer ces considérations dans leur processus de prise de décision, réduisant ainsi potentiellement les comportements nuisibles. Ces résultats offrent une vision plus nuancée que le récit du mal-né qui domine la culture populaire. Les psychopathes ne sont pas des monstres surnaturels ou simplement des mauvaises personnes, ce sont des individus présentant des différences neurologiques spécifiques qui affectent considérablement la façon dont ils vivent et interagissent avec le monde. J'ai été témoin de cette réalité d'une manière particulièrement frappante lors de ma dernière séance avec David. Dans le cadre d'une batterie d'évaluation standard, je lui ai montré une série d'images conçues pour évoquer diverses réponses émotionnelles, tout en surveillant ses réactions physiologiques. Lorsqu'on lui a présenté des photos d'enfants blessés qui perturberaient la plupart des spectateurs, ses signes vitaux sont restés inchangés. Je lui ai ensuite montré une photo d'une cellule de prison. Pour la première fois, ces mesures ont changé. Pas de manière spectaculaire, mais mesurable. Lorsque je lui ai demandé ce qu'il pensait, il a répondu avec une hésitation inhabituelle. « Je n'aime pas les espaces confinés. Être enfermé est inefficace. Cela m'empêche de faire ce que je veux. » Ce n'était pas de la peur comme la plupart des gens le reconnaîtraient.
Mais c'était la plus proche approximation que David pouvait ressentir, une reconnaissance rationnelle d'un scénario qui limiterait son autonomie. Et à ce moment-là, j'ai entrevu le profond isolement de son état. Sans le langage émotionnel commun qui relie la plupart des humains, il naviguait dans un monde qui devait sembler bizarrement irrationnel, rempli de gens prenant des décisions basées sur des sentiments qu'il pouvait observer, mais qu'il ne comprenait jamais vraiment. Cela n'excuse pas les actions de David, ni ne suggère que les personnes atteintes de psychopathie sévère ne devraient pas être tenues responsables de comportements nuisibles. Mais cela nous met au défi de reconsidérer les notions simplistes du bien et du mal, et de reconnaître que les aspects les plus dérangeants du comportement humain ont souvent des racines neurobiologiques complexes. La science de la psychopathie continue de progresser, avec des recherches prometteuses sur les stratégies d'intervention précoce pour les enfants présentant des traits insensibles et sans émotion, les précurseurs développementaux de la psychopathie adulte. Cela peut expliquer leur incapacité souvent déconcertante à tirer des leçons d'expériences émotionnelles qui auraient un impact profond sur la plupart des gens. Après avoir été condamné pour agression dans la vingtaine, David a participé à un programme de réhabilitation standard en prison axé sur le développement de l'empathie par le biais de déclarations sur les répercussions sur la victime. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait appris, sa réponse a été révélatrice. « J'ai appris que si vous poignardez quelqu'un, les gens s'énervent beaucoup et en parlent beaucoup plus longtemps que ce qui semble raisonnable. Je m'en souviendrai pour mon analyse coûts-avantages la prochaine fois que je serai en colère. » Il avait assimilé l'information sans intérioriser sa signification émotionnelle, une caractéristique de l'esprit psychopathe. Pourtant, notre compréhension de la psychopathie continue d'évoluer de manière surprenante. L'une des découvertes récentes les plus intrigantes provient d'études sur la prise de décision des psychopathes dans différentes conditions linguistiques. Lorsqu'on leur présente des dilemmes moraux dans leur langue maternelle, les psychopathes manifestent les réponses utilitaires caractéristiques que nous attendons. La fin justifie les moyens, les considérations émotionnelles ne sont pas pertinentes, etc. Mais lorsque les mêmes individus envisagent des dilemmes identiques dans une deuxième langue qu'ils ont apprises plus tard dans la vie, leurs réponses deviennent nettement plus similaires à celles des témoins non psychopathes. Cela suggère que le détachement émotionnel associé à la psychopathie peut être partiellement dépendant du contexte, plutôt que cela concorde avec les preuves émergentes, selon lesquelles certaines formes de thérapie peuvent aider les individus présentant des traits psychopathiques à développer une empathie cognitive, la compréhension intellectuelle des émotions des autres, même s'ils ne font jamais pleinement l'expérience de l'empathie émotionnelle, comme la plupart des gens. Le docteur Kent Kiel, chercheur de premier plan en neurosciences de la psychopathie, a mis au point des programmes qui visent à apprendre aux délinquants psychopathes à analyser systématiquement les conséquences de leurs actes et les points de vue des autres. Bien que les participants ne développent pas soudainement des réponses émotionnelles normales, ils peuvent apprendre à intégrer ces considérations dans leur processus de prise de décision, réduisant ainsi potentiellement les comportements nuisibles. Ces résultats offrent une vision plus nuancée que le récit du mal-né qui domine la culture populaire. Les psychopathes ne sont pas des monstres surnaturels ou simplement des mauvaises personnes, ce sont des individus présentant des différences neurologiques spécifiques qui affectent considérablement la façon dont ils vivent et interagissent avec le monde. J'ai été témoin de cette réalité d'une manière particulièrement frappante lors de ma dernière séance avec David. Dans le cadre d'une batterie d'évaluation standard, je lui ai montré une série d'images conçues pour évoquer diverses réponses émotionnelles, tout en surveillant ses réactions physiologiques. Lorsqu'on lui a présenté des photos d'enfants blessés qui perturberaient la plupart des spectateurs, ces signes vitaux sont restés inchangés. Je lui ai ensuite montré une photo d'une cellule de prison. Pour la première fois, ces mesures ont changé. Pas de manière spectaculaire, mais mesurable. Lorsque je lui ai demandé ce qu'il pensait,
Il a répondu avec une hésitation inhabituelle. Je n'aime pas les espaces confinés. Être enfermé est inefficace. Cela m'empêche de faire ce que je veux. Ce n'était pas de la peur comme la plupart des gens le reconnaîtraient, mais c'était la plus proche approximation que David pouvait ressentir, une reconnaissance rationnelle d'un scénario qui limiterait son autonomie. Et à ce moment-là, j'ai entrevu le profond isolement de son état. Sans le langage émotionnel commun qui relie la plupart des humains, il naviguait dans un monde qui devait sembler bizarrement irrationnel, rempli de gens prenant des décisions basées sur des sentiments qu'il pouvait observer, mais qu'il ne comprenait jamais vraiment. Cela n'excuse pas les actions de David, ni ne suggère que les personnes atteintes de psychopathie sévère ne devraient pas être tenues responsables de comportements nuisibles. Mais cela nous met au défi de reconsidérer les notions simplistes du bien et du mal, et de reconnaître que les aspects les plus dérangeants du comportement humain ont souvent des racines neurobiologiques complexes. La science de la psychopathie continue de progresser, avec des recherches prometteuses sur les stratégies d'intervention précoce pour les enfants présentant des traits insensibles et sans émotion, les précurseurs développementaux de la psychopathie adulte.